Alors au Cameroun, cette semaine a clôturé la saga sur comment ça s'appelle encore, l'impôt sur les mobiles. Donc, Papa Paul Biya, le grand locataire d'Etoudi, a finalement pris par décret providentiel, pour ne pas dire présidentiel, la décision de suspendre cette taxe. Et donc aujourd'hui, c'est un dossier clos. Et ça a été célébré sur Internet. La campagne sur Internet a été menée très activement. Je suivais de très près les hashtags qui s'y accompagnaient, les publications qui en parlaient, les articles, notamment Rebecca Ononchon et un certain nombre de journalistes camerounais qui sont très présents, qui ont il y a d'ailleurs une vidéo où Rebecca était l'invitée, dans laquelle elle a eu exposé très clairement, en des termes très simples, le postulat et les problèmes que cette taxe, dans sa conception, au-delà de l'application et de l'application et même des implications futures, c'est la conception à la base de cette taxe qui posait problème. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'actualité camerounaise, il y a quelques semaines, le gouvernement, le Minpostel en association avec le ministère des Finances, je crois, et il y avait 3 ministères qui étaient associés, a décidé d'appliquer une loi votée en 2019 qui consistait à appliquer une taxe de 30% sur les mobiles qui sont utilisés au Cameroun. Donc, les téléphones mobiles, les tablettes et quoi d'autre? Les tablettes et c'était quoi d'autre? Bref, je crois qu'on comprend très bien l'image. Donc tout ce qui est téléphone, tablette et oh là là, qu'est-ce qui m'échappe? Et qui est importé, tout ce qui est utilisé au Cameroun, à la première activation, se basant sur l'identification unique de l'appareil en question. Généralement, pour les téléphones, on parle de IMEI, si je me souviens bien. Et donc, se basant sur cette identification unique, appliquer une taxe de 30% qui doit être payée par l'utilisateur, soit en une tranche, en utilisant les unités de crédit, les unités de téléphone, soit en une tranche, soit de manière échelonnée. Alors, le problème avec cette taxe, c'est que, non pas le problème, l'idée derrière la taxe, c'est pour le gouvernement de pouvoir percevoir effectivement la taxe sur l'importation, parce que le gouvernement a observé que les importateurs trouvaient des moyens de contourner le paiement de la taxe à la douane. Et en plus, beaucoup d'utilisateurs de téléphones au Cameroun, ils rentrent avec le téléphone sans avoir à payer la douane parce que ils les reçoivent sous forme de cadeaux ou ils les dissimulent dans des valises et ainsi de suite. Bref, le contexte camerounais fait que le gouvernement a du mal à percevoir une taxe sur les mobiles et il a donc décidé de procéder de cette façon. Donc, c'est ça l'idée derrière. L'idée, c'est de toucher la taxe à l'importation. Et donc, le mot d'application, c'est de percevoir cette taxe au niveau du consommateur, puisqu'il est difficile de percevoir cette taxe au niveau de l'importateur et des distributeurs. Alors, je pense que lors du dernier live stream, il y a 2 semaines, lorsque je parlais, le texte de loi, le texte d'application venait tout juste d'être publié, je pense, la veille, et la toile Internet était en train de prendre feu. Il y avait le hashtag venait d'être d'ailleurs créé et ça allait dans tous les sens. Personne n'avait une compréhension claire du contenu de la taxe et de ce que ça allait impliquer. Et donc, j'avais choisi à ce moment, j'ai évoqué cela dans la dernière vidéo, mais je n'en ai pas parlé parce que le niveau de détail était très léger. On n'en savait pas encore grand-chose. Et entre la dernière vidéo et cette vidéo aujourd'hui, eh bien, la loi est décédée, enterrée par Papa Paul Biya. Qu'est-ce que je dois donc dire? Alors, premièrement, je trouve que... Pardon,
La mobilisation a été extraordinaire. La mobilisation a été forte. La mobilisation a été vraiment forte et elle a été efficace. Elle a porté les fruits qu'elle a portés. Je veux parler de l'annulation et de la suspension de la loi en question. Notamment, je considère que la mobilisation qui a eu lieu sur Internet et sur les réseaux sociaux et pratiquement sur le terrain a eu son effet. Mais pour moi, l'un des facteurs vraiment importants ici a été le fait que je doute que le gouvernement, au moment de passer, ou les agences ministérielles, au moment de passer le texte d'application, avait pleinement l'intention d'aller jusqu'au bout de l'exécution. Pourquoi? Premièrement, les contrats n'avaient pas été signés avec les compagnies de téléphone, ni Orange, ni MTN, ni Nextel, ni Camtel. Deuxièmement, la société qui est supposée développer la plateforme de prélèvement et de contrôle des mobiles n'avait pas encore de contrat. Troisièmement, le mode de paiement qui est celui qui était proposé, qui était de payer par unité de crédit, par le crédit de téléphone, est un mode qui n'est pas accepté par la COBAC comme mode de paiement. Quatrièmement, c'était quoi le quatrième? Bref, sur ces 3 points, certains estiment que c'est l'impréparation ou l'amateurisme du gouvernement et, à mon sens, il y avait un aspect d'intentionnalité derrière. Ce n'est pas possible de passer et de valider un texte de loi lorsque l'exécution de cette loi n'est déjà pas certaine. Et je pense que c'est vraiment élémentaire. Et bon, je sais qu'il y a des cyniques qui se disent que, ah oui, avec le Cameroun, on a tout vu. Donc, même pour des trucs élémentaires, c'est sûr qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Non, non. Je pense qu'il y a quand même un niveau basique, un niveau élémentaire que même les responsables ministériels et comment on appelle, les fonctionnaires qui étaient derrière le texte et la préparation et la promulgation, toutes ces personnes-là avaient pleinement conscience de ces limites, au moins de ces 3 limites que je viens de mentionner. Donc, ce qui me fait penser que l'idée derrière n'était pas de passer le texte et de l'appliquer directement, c'était de tester la réaction du public. Je peux me tromper, oui, je ne suis pas Sabitou, je n'étais pas dans les méandres des discussions, je n'étais pas impliqué, je n'étais pas présent, mais ce que je sais, c'est que sur la base de ces 3 éléments que je viens de mentionner, je pense que l'intention réelle était de tester la réaction du public. Et ils ont eu une réaction, et évidemment le président a tranché, et le texte de loi est suspendu. Voyons comment le texte reviendra, je ne sais pas, on verra bien. Bref, une fois que cette victoire a été acquise, les cyber activistes du Cameroun ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Le hashtag qui est actuellement au top à la mode au Cameroun, c'est End Anglophone Crisis. C'est un sujet très délicat et très complexe. On parle de 20% de la géographie du Cameroun, la zone du nord et du sud-ouest, qui depuis, ça fait quoi, 4 ans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confirmer pour moi? 3-4 ans. Et dans une crise sans fin. Et quel que soit ce qu'on en pense, quelle que soit la posture ou la position qu'on a dans la crise, on peut au moins se mettre d'accord qu'on veut tous que cette crise prenne fin. Quelle que soit la position dans laquelle on se trouve. C'est qu'on veut un Cameroun uni, un Cameroun en paix, et on veut que la zone anglophone soit restaurée, que la zone anglophone retrouve une vie normale, que la zone anglophone retrouve son équilibre, que les enfants puissent aller à l'école, que les familles puissent retrouver leur maison, que la sécurité revienne dans la zone. Bref, je pense que c'est sincèrement le vœu de tous les acteurs dans cette crise. Et là où on se divise, c'est sur comment arriver à
cette issue, à ce résultat. Et c'est pour ça que c'est délicat, parce que c'est le sujet qui divise. Ma compréhension et ma perception personnelle, après avoir dialogué avec des personnes qui sont ressortissantes de cette région, qui vivent dans cette zone, c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème récent ou d'un problème léger, mais qu'il s'agit d'une accumulation et d'une certaine de frustration qui est sur des années, des décennies, et qui a atteint un niveau qui était impossible de résoudre diplomatiquement ou de résoudre en des termes dictés unilatéralement par le pouvoir de Yaoundé. Pour ne pas aller dans les détails pour ne pas aller dans les détails, le niveau de complication que cette crise porte en elle-même, pour moi, c'est juste une représentation réelle du Cameroun, de l'histoire même du Cameroun. Le Cameroun accède à l'indépendance 1960. Le Cameroun devient une république unie en 1972 sous l'impulsion du président Ahidjo. Mais quand on remonte à l'indépendance, on se rend compte qu'on a deux Camerouns, le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone, qui fonctionnent sous deux systèmes différents. Et sous le régime fédéraliste qui est instauré au moment de l'indépendance, on a peu de conflits. La zone anglophone fonctionne plutôt de manière autonome et de manière très, on va dire quoi, indépendante. Évidemment en collaboration avec une certaine connexion avec Yaoundé, bien évidemment. Et il y a un certain nombre d'acquis dans cette zone, et notamment la possibilité et les interactions avec le Nigeria, dont cette zone est certainement plus proche en termes de culture et de background. Rappelons que cette zone a été sous contrôle anglais pendant la période coloniale, d'où la proximité avec le Nigeria. Ce que j'essaye de dire, c'est en termes d'identité, on n'a jamais eu véritablement, et c'est sur ce point que je rejoins notamment une grande dame que je salue, Kawala, notamment. C'est sur ce point que je la rejoins lorsqu'elle dit qu'on n'a jamais eu véritablement une discussion sur l'identité du Cameroun qu'on voulait. Il y a eu cette discussion au moment de la formation du pays en 1960 dans la zone francophone. Il y a eu cette discussion dans la zone anglophone. C'était des discussions, on va dire, indépendantes et séparées. Chaque zone savait quel type d'autonomie ou quel type d'État il voulait. Mais au moment de la réunification, dont le processus était très compliqué et qu'on peut estimer avoir été d'une certaine façon poussive, le processus a été poussif de la part de la zone francophone en 1972. Bref, on ne va pas aller réveiller le défunt président Ahidjo pour lui faire un procès pour cela. Ce que j'essaie d'établir, c'est ceci. Là, un pays en quête de son identité, jeune comme le Cameroun en 1972, avait besoin d'une assise pour définir l'identité du pays qu'on veut construire. Et ce qui constitue notre identité, ce qui constitue notre unité en tant que pays. Et je crois que ce processus a été soit bâclé, soit avorté, et on a accéléré le processus de réunification et d'unification. Et je pense que ce sont ce processus-là que j'estime pas complètement achevé, a laissé donc les germes de la situation et de la crise que nous sommes en train d'expérimenter actuellement. Donc, je suis quelqu'un d'assez cohérent et j'essaye d'être logique. Lorsqu'on a un problème, on identifie le problème, on identifie la source du problème et on va à la source le résoudre. J'ai des doutes sur le processus actuel au niveau... oui, je suis très prudent avec les mots que je choisis. Mais mon problème, c'est depuis 4 années que nous sommes dans cette crise, est-ce qu'on a pris la peine de remonter à la source du problème pour le résoudre? Et là, je pose la question
aux deux acteurs, aux deux camps? Est-ce qu'on s'est assis pour remonter à l'origine du problème et identifier la source pour essayer de résoudre cette crise? C'est la question que je pose. Je n'ai pas de réponse et je ne pense pas que ce soit possible à un individu ou à un seul individu de résoudre cette crise. Je pense qu'on a besoin de communication et de dialogue. Donc, pour moi, c'est la question que je pose et je vais la laisser là, suspendue. Quiconque a la réponse ou quiconque pourra apporter une contribution, je pense que ce sera toujours un plus pour la résolution de la crise anglophone au Cameroun. Bref, voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le Cameroun.